Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand le courage rencontre le génie tactique face à des nombres impossibles? Ce moment où chaque décision peut signifier la survie ou l'anéantissement total, où un seul homme doit transformer des milliers de soldats terrifiés en une machine de guerre parfaite contre un ennemi qui semble invincible. La plupart des commandants s'effondrent sous cette pression. Mais si je vous disais qu'il existe une formule cachée, un secret militaire perdu dans le temps, qui peut transformer une armée en infériorité numérique en force imparable, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 13 000 Romains ont complètement anéanti 35 000 guerriers alamans, et comment les principes que César a utilisés ce jour-là peuvent révolutionner votre façon d'affronter vos propres batailles impossibles. Préparez-vous, parce que ce que vous allez voir va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur le leadership sous pression. Le 15 septembre de l'année 58 avant Jésus-Christ, Jules César se tenait sur une colline près de la rivière Rhin, observant la plus grande horde barbare que Rome avait jamais affrontée en terrain ouvert. 35 000 guerriers alamans, leurs corps massifs couverts de peintures de guerre bleues et rouges, hurlaient des chants de mort qui résonnaient à travers la vallée comme le grondement d'un tremblement de terre vivant. Face à eux, 13 000 légionnaires romains, dont beaucoup n'avaient jamais vu un combat réel, tremblaient dans leur formation alors que la terre vibrait sous les pieds de l'ennemi qui chargeait. Les mathématiques étaient brutales et claires. Presque 3 guerriers alamans pour chaque Romain. Des géants nordiques, qui mesuraient en moyenne 15 cm de plus que les soldats méditerranéens, brandissant des haches de guerre capables de fendre un bouclier romain en 2 coups. La fumée des feux de camp alamans obscurcissait l'horizon comme un rideau de mort qui s'approchait, portant l'odeur de la viande rôtie et du sang sacrificiel que les chamans avaient répandu pour invoquer leur dieu de guerre. César pouvait voir la panique dans les yeux de ses centurions, ces hommes durs qui avaient mené des légions à travers l'Italie, mais qui maintenant faisaient face à quelque chose qui défiait leur expérience, leur entraînement, leur compréhension même de ce qu'était possible de survivre. La situation politique qui avait amené César à ce moment de crise était plus complexe et dangereuse que la bataille elle-même. Rome était en pleine transformation, déchirée entre la tradition républicaine et l'ambition personnelle qui redéfinirait l'histoire occidentale pour les 2000 années suivantes. César avait besoin d'une victoire spectaculaire, non pas juste pour protéger les frontières romaines, mais pour justifier son commandement en Gaule devant un Sénat qui attendait qu'il échoue. Ses ennemis politiques à Rome, menés par Caton et les conservateurs, cherchaient n'importe quelle excuse pour le rappeler, le déshonorer, peut-être même l'exécuter pour avoir dépassé son autorité. Les Alamans n'étaient pas simplement des barbares cherchant du butin. Ils étaient une confédération de tribus germaniques qui avaient traversé le Rhin avec leurs familles entières, cherchant des terres fertiles en Gaule. Leur chef, Arioviste, était un géant parmi les géants, un roi guerrier qui avait été nommé ami de Rome par le Sénat lui-même juste 3 ans auparavant. Cette alliance politique rendait la situation encore plus délicate. César ne combattait pas juste des barbares, il combattait un allié officiel de Rome, ce qui signifiait que la défaite ne serait pas seulement militaire mais politique, donnant à ses ennemis au Sénat l'arme parfaite pour détruire sa carrière. Les tribus gauloises alliées de Rome suppliaient protection contre les Alamans qui ravagèrent leurs terres comme une tempête de fer et de feu. Si César échouait, Rome perdrait toute influence en Gaule. Si César réussissait trop facilement, le Sénat l'accuserait d'avoir provoqué une guerre illégale. Il devait gagner, mais gagner de manière si écrasante, si spectaculaire, que personne ne pourrait questionner la nécessité de son action. Chaque soldat qui mourrait aujourd'hui serait utilisé par ses ennemis comme preuve de son incompétence. Chaque Alaman qui s'échappait deviendrait une menace future qui prouverait qu'il n'avait pas fini le travail. Ce n'était pas juste une bataille, c'était un test existentiel de tout ce que César représentait, croyait et ambitionnait pour son avenir. Si vous appréciez cette histoire impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider plus de gens à découvrir ces leçons de courage qui peuvent transformer votre vie. La préparation de la bataille révéla des problèmes qui auraient détruit des commandants moins brillants. Les légions de César n'étaient pas les vétérans endurcis qui conquéraient plus tard toute la Gaule. C'étaient des recrues fraîches, des fermiers et des artisans qui avaient rejoint les légions cherchant fortune et aventure. Pas le cauchemar qu'ils affrontèrent maintenant. Beaucoup n'avaient jamais tué un homme. Certains avaient à peine terminé leur entraînement de base. La nuit précédant la bataille, des centaines désertèrent, fuyant dans l'obscurité plutôt que d'affronter les géants alamans qui, selon les rumeurs, buvaient le sang de leurs ennemis et portirent des colliers faits de doigts humains. Le terrain favorisait complètement l'ennemi. La plaine entre les deux armées s'étendait sur presque 3 km de champs ouverts, où la charge alamane pourrait développer sa pleine puissance dévastatrice. Pas de forêt pour canaliser l'attaque,
Pas de rivière pour protéger les flancs, pas de collines pour ancrer les positions défensives. Juste de l'herbe haute sous un ciel gris de septembre qui promettait de la pluie mais n'en livrait aucune, laissant le sol assez dur pour que 35 000 pieds à l'amant puissent courir à pleine vitesse directement dans les lignes romaines. Les rapports de renseignement de César étaient catastrophiquement incomplets. Ces éclaireurs gaulois refusaient de s'approcher trop près du camp Alaman. Terrifiés par des histoires de pratiques rituelles, où les prisonniers étaient brûlés vivants dans des cages en osier pour honorer les dieux germaniques. Ce que César savait des tactiques Alaman provenait principalement de récits de deuxième main, de marchands et de réfugiés qui décrivaient une charge barbare si violente qu'elle brisait les formations romaines comme du bois pourri sous un marteau de guerre. Voici ce que les chroniques ne vous disent pas sur la matinée du 15 septembre. César découvrit que ses propres officiers supérieurs, des tribuns de familles nobles romaines qui n'avaient jamais imaginé voir un combat réel, complotaient pour retarder la bataille indéfiniment. Ils inventaient des excuses, des problèmes de logistique imaginaires, des augures défavorables, n'importe quoi pour éviter d'affronter l'horreur qui attendait dans la plaine. Certains suggéraient ouvertement la retraite, arguant que la préservation de l'armée valait plus que la victoire contre un ennemi aussi terrifiant. Arioviste avait passé des semaines à perfectionner son piège psychologique. Les Alamans exécutaient des rituels de guerre visibles depuis le camp romain, sacrifiant des animaux et dansant autour de feux massifs qui brûlaient toute la nuit. Leurs chamans criaient des prophéties de victoire dans des langues gutturales qui portaient à travers la distance comme des malédictions vivantes. Chaque nuit, les Romains entendaient les chants de guerre germaniques, des mélodies hypnotiques qui parlaient de Wotan et de Valhalla, de la gloire éternelle attendant ceux qui mouraient courageusement au combat. C'était une guerre psychologique brillante qui transformait l'attente en torture mentale, érodant le courage romain heure par heure, jour par jour, jusqu'à ce que même les centurions vétérans commencent à douter qu'ils verraient le coucher du soleil. L'aube du 15 septembre arriva avec une clarté cruelle qui ne laissait aucune place pour l'illusion ou l'espoir. Les deux armées se faisaient face à travers la plaine, et ce qui se produisit ensuite testerait si la discipline romaine pouvait survivre à la terreur pure, si l'entraînement pouvait vaincre le nombre, et si le génie tactique d'un seul homme pouvait transformer 13 000 soldats terrifiés en la machine de guerre la plus létale que le monde antique ait jamais vue. Les Alamans attaquèrent comme une avalanche humaine, leurs cris de guerre si forts que les oiseaux s'envolèrent des arbres à 1 kilomètre de distance. 35 000 guerriers chargèrent simultanément, leurs boucliers rompints de symboles tribaux se heurtant alors qu'ils couraient, créant un rythme qui ressemblait au battement du cœur d'un dieu furieux. Les géants de première ligne brandissaient des framées, des lances à pointe large capables de transpercer l'armure romaine, tandis que derrière eux venaient des hordes armées de haches de guerre, d'épées longues et de masses hérissées de pointes qui transformèrent les crânes en bouillie avec un seul coup. L'impact initial devait briser les lignes romaines instantanément. C'était la doctrine alamane, éprouvée contre d'innombrables tribus gauloises. Chargée avec une telle férocité, une telle masse concentrée de violence pure que l'ennemi se briserait psychologiquement avant même le contact physique. Des guerriers qui avaient survécu à 50 batailles menaient la charge, leurs corps couverts de cicatrices, qui racontaient des histoires de victoires sanglantes. Beaucoup étaient nus de la taille vers le haut malgré le froid de septembre, montrant leur mépris pour la mort et leur confiance absolue dans la protection de leur Dieu. Le sol tremblait sous leurs pieds comme un tremblement de terre artificiel. La poussière soulevée par 35 000 hommes courants créait un nuage qui obscurcissait partiellement le soleil, transformant la matinée claire en un crépuscule apocalyptique. Les légionnaires romains, debout en formation serrée derrière leurs grands boucliers rectangulaires, pouvaient sentir la vibration à travers leurs sandales, remontant dans leurs jambes, leur ventre, leur poitrine, jusqu'à ce que leur cœur semble battre en synchronisation avec l'approche de leur propre mort. À 200 mètres, les premiers javelots romains volèrent. Des milliers de pilas, les armes de jet romaines conçues pour percer les boucliers et se plier au contact, s'élevèrent dans l'air en une volée si dense qu'elle bloqua momentanément le soleil. Le sifflement de tant de fer coupant l'air créait une mélodie macabre. Puis l'impact des centaines de guerriers alamans tombant, transpercés, leurs cris de douleur noyés dans le rugissement continu de la charge qui ne ralentissait pas, ne s'arrêtait pas, ne montrait aucun signe qu'elle se souciait des morts, qui jonchaient maintenant le sol comme des obstacles vivants que les rangs suivants piétinaient simplement. À 100 mètres, la seconde volée. Encore des centaines tombèrent. Mais les mathématiques étaient impitoyables. 13 000 Romains lancèrent peut-être 26 000 javelots au total. Contre 35 000 Alamans, cela signifiait que la majorité de la horde atteignit les lignes romaines intactes, furieuses, affamées de vengeance pour leurs camarades tombés, portant une rage qui transformait des hommes en tempêtes vivantes de violence. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça?
Face à quelque chose de tellement plus grand que vous, tellement plus puissant, que chaque personne rationnelle vous dit d'abandonner? Cette voix dans votre tête qui crie que vous n'avez aucune chance, que les nombres sont contre vous, que vous devriez juste accepter la défaite maintenant avant que ça ne devienne pire. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent exactement ça. Vous affrontez votre propre horde barbare, votre propre bataille impossible, et vous vous demandez si vous avez ce qu'il faut pour tenir bon quand tout le monde parie sur votre échec. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires comme ça, très simplement. Je tiens la ligne, je ne recule pas. Sérieusement, copiez et collez ça. Je tiens la ligne, je ne recule pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous faites plus que vous confier. Vous déclarez la guerre à vos propres doutes. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense à abandonner et verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul dans cette guerre. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même d'une manière que vous ne pouvez pas reprendre. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez là en bas et écrivez « Je tiens la ligne, je ne recule pas ». Je vais lire chaque commentaire. Je promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement l'arme secrète dont vous avez besoin pour votre propre guerre impossible. L'impact quand les Alamans percutèrent dans les lignes romaines créa un son que les survivants décrivirent comme le ciel lui-même se déchirant en deux. Des milliers de corps se heurtant simultanément, bouclier contre bouclier, chair contre fer, rage contre discipline, dans un chaos si intense que les hommes au centre de la mêlée ne pouvaient voir qu'à 1 mètre devant eux, à travers la poussière et le sang. Les guerriers alamans de première ligne étaient des bêtes humaines qui brandissaient leurs armes avec une force qui défiait la croyance. Des haches de guerre fendaient les boucliers romains, des lances transperçaient l'armure, des épées longues coupaient à travers les bras levés en défense, comme si la chair n'était que de l'herbe. Les légionnaires tenèrent leur position non pas par courage, mais par impossibilité physique de reculer avec des milliers de camarades pressés derrière eux, créant une masse humaine comprimée où bouger signifiait mourir. Voici ce que les historiens militaires manquent à propos de ces premières minutes critiques. La ligne romaine ne tenait pas à cause d'une supériorité tactique ou d'un entraînement. Elle tenait à cause de quelque chose de plus profond que César avait instillé dans ses hommes durant les semaines précédentes. Il avait transformé la terreur en quelque chose d'utilisable, en colère froide, en détermination calculée, en compréhension viscérale que la survie exigeait non pas du courage individuel, mais de l'unité collective. Chaque légionnaire savait que l'homme à sa gauche et à sa droite mourrait pour le protéger. Et cette certitude créait une force psychologique que la furie alamane ne pouvait briser. Les centurions hurlaient des ordres que personne ne pouvait entendre à travers le vacarme du combat. Mais les légionnaires n'avaient pas besoin d'entendre. Ils combattaient selon un rythme appris à travers des milliers d'heures d'entraînement répétitif. Coup de bouclier pour créer l'espace. Coup de gladius dans le ventre ou la gorge. Retrait. Répété. Pas de mouvements inutiles. Pas d'héroïsme individuel. Juste l'efficacité mortelle d'une machine conçue pour tuer. Chaque Romain devenait un rouage dans une machine plus grande qui transformait des hommes vivants en cadavres avec une précision industrielle qui aurait semblé impossible dans le chaos apparent de la bataille. Puis, César fit quelque chose que personne n'avait jamais tenté contre une charge barbare de cette ampleur. Voici où la légende rencontre la réalité tactique pure. César ne commandait pas depuis l'arrière comme les généraux traditionnels. Il était au front, bouclier levé, gladius en main, combattant aux côtés de ses légionnaires dans la partie la plus dangereuse de la ligne. Sa cape pourpre de commandant le rendait une cible évidente, mais cela importait moins que l'effet psychologique de voir leur général partager leur danger mortel. Chaque soldat qui voyait César combattre trouvait soudain la force de tenir 1 minute de plus, de porter un coup de plus, de survivre à un assaut de plus. Mais le génie tactique vint de ce que César avait fait avant la bataille, pas pendant. Il avait étudié les tactiques alamanes avec une obsession qui frôlait la folie. Les barbares chargeaient avec toute leur force concentrée au centre, cherchant la percée qui transformerait la bataille en route. C'était leur seule stratégie, éprouvée mais prévisible pour un esprit qui comprenait que la prévisibilité créait la vulnérabilité. César avait renforcé son centre avec ses meilleures légions, la 10e légion qui deviendrait légendaire, créant un point d'ancrage qui pouvait absorber la charge initiale. Mais voici le coup de maître que personne ne vit venir.
Pendant que les Alamans concentraient toute leur attention sur le centre romain, César avait ordonné à ses ailes de se déplacer rapidement vers l'avant dès l'impact initial, pas en ligne droite mais en angle oblique, qui commença à envelopper les flancs alamans comme les mâchoires d'un piège géant. Les barbares, concentrés uniquement sur la percée frontale, ne remarquèrent pas le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'enveloppement se développa avec une précision qui semblait impossible dans le chaos du combat corps à corps. Les légions des ailes romaines avancèrent à travers le terrain jonché de cadavres, avec une discipline qui défiait la nature humaine. Des hommes marchaient sur les corps de camarades tombés sans ralentir, maintenant la formation serrée qui était l'essence même de la puissance militaire romaine. À 21 minutes de l'impact initial, les Alamans se retrouvèrent attaqués non seulement de front, mais des deux côtés simultanément, leurs guerriers de flanc forcés de se retourner pour affronter de nouvelles menaces, brisant la cohésion de leur charge massive. La bataille bascula quand les guerriers Alamans réalisèrent qu'ils n'affrontaient pas juste une armée qui tenait bon, mais une armée qui les attaquait. La psychologie barbare, construite sur l'intimidation et la supériorité numérique, ne pouvait pas traiter cette réalité impossible. Des hommes qui avaient chargé avec confiance absolue commencèrent à regarder autour d'eux avec confusion, voyant des Romains apparaître sur leurs flancs, sentant la pression de tous les côtés, comprenant trop lentement qu'ils étaient en train d'être encerclés malgré leur avantage numérique écrasant. Le son du combat changea de rugissement agressif en cri de panique alors que des sections entières de la horde alamane commencèrent à se désintégrer. « Oh là, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti submergé, dépassé en nombre, face à quelque chose qui semblait impossible à vaincre. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles ? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont vu le schéma que personne d'autre ne voyait, parce qu'ils ont transformé la faiblesse apparente en force cachée, parce qu'ils ont refusé d'accepter que les nombres dictent le destin. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent comment renverser l'impossible, qui vous donnent les stratégies mentales pour affronter vos propres batailles écrasantes, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de moments où tout semblait perdu, mais où le génie a transformé la défaite en victoire légendaire. Et écoutez, ce n'est pas juste de l'histoire, c'est un manuel de guerre pour votre propre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge, là en bas, et venez faire partie de cette communauté de gens qui croient que l'impossible n'est qu'un problème qui attend la bonne solution. Le massacre commença pour de bon quand la formation alamane se brisa complètement. Ce qui avait été une charge coordonnée de 35 000 guerriers se transforma en une foule paniquée de survivants individuels, cherchant désespérément une évasion qui n'existait pas. Les légionnaires romains, entraînés à maintenir la formation même dans la victoire, avancèrent méthodiquement à travers le champ de bataille, comme une faulx de fer coupant l'herbe vivante. Chaque pas laissait derrière lui des corps alamans, empilés si densément dans certaines zones que le sol disparaissait complètement sous la chair morte et mourante. La poursuite dura 7 heures, chassant les alamans en fuite à travers 20 km jusqu'à la rivière Rhin où beaucoup se noyèrent, tentant de traverser en armure complète. Les légionnaires, transformés de soldats terrifiés en prédateurs implacables par la montée d'adrénaline de leur survie impossible, ne montrèrent aucune pitié. Des guerriers qui avaient terrorisé la Gaule pendant des années mouraient comme des animaux chassés, leurs cris de miséricorde ignorés par des Romains qui se souvenaient de leurs propres camarades tombés dans les premières minutes de l'horreur. Les statistiques finales défièrent toute logique militaire. 13 000 Romains avaient affronté 35 000 Alamans et avaient tué près de 28 000 ennemis tout en perdant moins de 1000 des leurs. Le ratio de perte était de 28 contre 1, un renversement si complet que même les historiens romains luttèrent pour le documenter avec crédibilité. Le champ de bataille ressemblait à une vision de l'enfer antique. Des corps alamans s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions, leurs armes et armures dispersées comme les débris d'une tempête qui avait balayé l'humanité elle-même. Arioviste s'échappa avec à peine 200 cavaliers survivants, traversant le Rhin sous le couvert de l'obscurité et disparaissant dans les forêts germaniques d'où il ne reviendrait jamais. Sa réputation de roi guerrier invincible mourut sur cette plaine près du Rhin, détruite si complètement qu'aucune tribu germanique n'oserait défier Rome ouvertement pendant les 15 années suivantes. Les conséquences immédiates résonnèrent à travers toute la Gaule comme un coup de tonnerre politique et militaire. Dans les 3 semaines suivant la bataille, 12 tribus gauloises qui avaient été neutres ou hostiles envoyèrent des ambassades à César, offrant alliance et tribut. La démonstration de puissance romaine avait été si écrasante, si totale dans son annihilation d'un ennemi considéré invincible que la résistance semblait non seulement futile, mais suicidaire. Des chefs tribaux qui avaient comploté contre Rome pendant des années vinrent personnellement jurer loyauté, apportant des otages et des trésors pour prouver leur sincérité. L'impact psychologique sur les légions elles-mêmes fut peut-être encore plus important.
Des soldats qui avaient été des recrues terrifiés le matin de la bataille devinrent des vétérans confiants avant le coucher du soleil. Ils avaient affronté le pire cauchemar de tout légionnaire romain, une horde barbare en supériorité numérique écrasante, et non seulement survécu mais triomphé si complètement que l'histoire elle-même lutterait pour croire leur témoignage. Cette transformation psychologique créa le noyau des légions qui conquéraient toute la Gaule dans les années suivantes. À Rome, la nouvelle de la victoire arriva comme un choc politique qui renversa les calculs de tous les ennemis de César. Le Sénat, qui avait attendu des nouvelles de défaite pour commencer les procédures contre lui, se retrouva forcé de voter des actions de grâce publique et des honneurs militaires. Caton et les conservateurs, qui avaient passé des mois à construire un dossier légal contre la campagne gauloise de César, virent leurs arguments s'effondrer face à une victoire si spectaculaire qu'elle ne pouvait être niée ou minimisée. César avait non seulement sauvé la Gaule pour Rome, mais s'était établi comme le plus grand commandant militaire de sa génération. Le legacy militaire de cette bataille changea la doctrine tactique romaine pour les siècles à venir. Avant la bataille du Rhin, les légions combattaient principalement en formation défensive, utilisant leur discipline supérieure pour résister aux charges ennemies, puis contre-attaquer une fois l'ennemi épuisé. César prouva qu'une offensive agressive, coordonnée avec un mouvement d'enveloppement précis, pouvait transformer la supériorité numérique ennemie en vulnérabilité fatale. Les académies militaires romaines étudièrent cette bataille pendant des générations, analysant comment un commandant avait utilisé le terrain, la psychologie et le timing pour accomplir l'impossible mathématique. Les tactiques d'enveloppement que César perfectionna contre les Alamans devinrent la marque de signature de la guerre romaine, utilisées avec succès contre les Parthes, les Germains, les Britanniques et d'innombrables autres ennemis à travers les siècles de l'Empire. Mais au-delà de la tactique pure, la bataille enseigna une leçon plus profonde sur le leadership sous pression extrême. César avait transformé 13 000 hommes terrifiés en guerriers invincibles, non pas par des discours inspirants ou des promesses vides, mais en partageant leurs dangers, en comprenant leurs peurs et en leur donnant un plan si précis, si bien exécuté, qu'ils pouvaient voir comment la victoire était possible même face à des probabilités impossibles. Cette leçon de leadership, combattre aux côtés de vos hommes plutôt que derrière eux, voir les schémas que d'autres manquent, transformer la faiblesse en force, influença tous les grands commandants qui suivirent. De Hannibal à Napoléon à Patton, chaque génie militaire étudia comment César avait accompli ce qui ne devrait pas avoir été possible ce jour près du Rhin. La bataille prouva que les nombres ne dictent pas le destin, que la discipline peut vaincre la rage, que le génie tactique peut transformer des probabilités impossibles en victoires certaines, quand l'innovation rencontre la préparation dans le creuset du combat qui teste chaque supposition sur ce qui sépare le possible de l'impossible. Laissez dans les commentaires quel moment de cette bataille vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ces principes dans votre propre défi impossible. Construisons cette communauté de guerriers ensemble, parce que nous affrontons tous nos propres hordes barbares, et nous devons nous rappeler mutuellement que l'impossible n'est qu'une opinion qui attend d'être prouvée fausse. Le 15 septembre 58 avant Jésus-Christ, Jules César se tenait parmi les corps de 28 000 ennemis qui avaient cherché à détruire son armée 12 heures plus tôt et comprit que cette victoire avait changé plus que les frontières de la Gaule. Elle avait préservé sa carrière politique, établi sa réputation militaire et démontré une fois de plus qu'un génie tactique combiné à une exécution disciplinée peut accomplir ce que les mathématiques et la logique déclarent impossible. 13 000 Romains avaient affronté 35 000 Alamans, non pas parce qu'ils étaient des plus braves ou plus forts, mais parce qu'ils étaient le mieux commandés, mieux entraînés et capables d'exécuter un plan si précis que la supériorité numérique ennemie devint sa propre faiblesse fatale. Ils prouvèrent que les probabilités impossibles deviennent possibles quand l'innovation tactique rencontre la discipline absolue sous la pression qui briserait des hommes ordinaires. Et en faisant cela, ils démontrèrent que les plus grandes victoires émergent non pas de nombres supérieurs, mais d'une pensée supérieure appliquée avec un courage qui refuse d'accepter que l'impossible signifie inatteignable. Cette leçon résonne à travers 21 siècles jusqu'à aujourd'hui, nous rappelant que face à notre propre horde barbare, notre propre bataille impossible, la vraie question n'est pas combien d'ennemis nous affrontons, mais si nous avons le génie pour voir le schéma, le courage pour exécuter le plan et la discipline pour tenir la ligne quand tout semble perdu. Parce qu'au final, impossible n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils n'ont pas encore trouvé la bonne stratégie.